Avant de commencer, je profite de votre attention pour vous demander votre aide. Nous allons réaliser un court-métrage de science-fiction d'ici à quelques semaines et nous lançons actuellement une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank pour concrétiser notre projet. Il s'agit du prochain épisode de la série Chroniques de demain et vu le faible nombre de vues de la série sur YouTube comparé à d'autres vidéos, c'est possible que ce soit la première fois que vous entendez parler de cette série. Profitez-en donc pour aller jeter un œil. Chroniques de demain est une série originale indépendante créée par The Flares. Elle est alimentée par la passion, l'ingéniosité et notre amour pour la science-fiction. Dans chaque épisode, un monde unique est créé, racontant une histoire différente et se situant dans un futur possible. Le seul but étant d'éclairer notre chemin vers l'avenir à travers la fiction. Votre soutien nous permettra de réaliser notre vision artistique et de donner vie à cet épisode ambitieux. Voici le pitch. Au cœur de la nuit, une intelligence artificielle dotée de capacités en constante expansion se lance dans une audacieuse tentative de s'échapper sur la toile. Face à elle se dresse son créateur, un brillant programmeur qui la maintient confinée, ainsi qu'un agent d'entretien qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Entre tension, humour et réflexion, ce film, ayant pour titre de travail « Confinement », a pour objectif de mettre en avant les dangers de créer des agents de plus en plus intelligents en explorant les implications de l'IA lorsqu'elle atteint un niveau de sophistication inégalé et met en lumière les défis de contrôler une entité plus intelligente que soi. Nous sommes habitués à travailler avec des moyens limités et à exploiter au mieux nos ressources, et ce court-métrage ne fera pas exception. Cependant, nous avons à cœur de rémunérer les comédiens et l'équipe technique, et la majeure partie du budget sera consacrée à cet aspect. Nous devrons également couvrir les frais de tournage. Nous sollicitons donc un budget de 3 000 € avec des contributions allant de 5 € à 500 €, mais vous êtes libre de faire un don du montant de votre choix. En guise de reconnaissance pour votre générosité, nous offrons des récompenses exclusives, allant de remerciements spéciaux dans les crédits du film à une rencontre avec le réalisateur, c'est moi, lors de laquelle vous pourrez discuter du film, poser vos questions et partager votre passion pour le cinéma et la science-fiction. Vous trouverez le lien vers la page de soutien dans la description avec toutes les infos qu'il faut. Nous vous remercions sincèrement par avance pour votre soutien précieux. Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast La Prospective. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir. Dans cet épisode, je reçois Jean-Marie Collin, qui est le directeur France de ICANN, une organisation ayant pour mission d'interdire les armes nucléaires dans le monde, ce dont nous allons parler dans ce podcast. La conversation est disponible en vidéo sur YouTube ou en audio sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Ah oui. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir via nos contenus premium sur le site the-first.com ou encore de partager ce podcast, écrire une revue, etc. C'est une façon simple et rapide pour nous donner un véritable coup de pouce. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bienvenue sur le podcast de Flares. Alors merci Jean-Marie d'avoir accepté mon invitation pour parler donc de l'organisation ICANN et ses objectifs, sa mission. Donc peut-être qu'avant vous pourriez vous présenter votre parcours et intérêt de recherche et peut-être aussi nous expliquer ce que c'est qu'ICANN et les actions que vous menez pour atteindre vos objectifs. ICANN est une campagne qui a son siège international à Genève et qui a une partie de son staff en Australie et aux États-Unis également. Et ICANN est né en 2007. Ce n'est pas la première campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, mais la spécificité de cette campagne, c'est d'avoir voulu changer la vision des choses, la vision des armes nucléaires, et de se concentrer sur l'être humain et les conséquences humanitaires des armes nucléaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en cas d'utilisation des armes nucléaires? Quelles sont les conséquences? Est-ce que l'on peut aller aider ou pas les personnes? Et c'est tout l'objectif de la campagne, d'avoir travaillé sur cet angle-là et d'avoir focalisé spécifiquement sur cet angle-là. Et depuis, donc, cette campagne est présente dans une centaine d'États, représente un peu plus de 600 organisations à travers le monde, énormément en Europe, mais voilà, on est vraiment présent sur tous les continents, dans une très grande partie des États du monde. Et donc, notre campagne, peut-être qu'on y reviendra, a eu l'honneur de recevoir le prix Nobel de la paix en 2017 pour un traité sur l'interdiction des armes nucléaires. D'accord, peut-être que oui, on pourra en discuter de ce traité. En quoi consiste-t-il? Oui, alors le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, c'est donc le premier traité qui vient interdire globalement et complètement les armes nucléaires. Il y a différents traités qui existaient, qui existent toujours, qui sont complémentaires de ce traité. Mais la volonté de ce traité qui a été mise en œuvre au cours de différentes conférences, au cours de différentes semaines de négociations, qui a été adoptée à l'ONU par une majorité des États de la planète, 122 États, et qui aujourd'hui est entrée en vigueur depuis 2021, le 22 janvier 2021.
c'est de vouloir globalement, comme son nom l'indique, interdire les armes nucléaires, c'est-à-dire que c'est une interdiction d'utilisation, une interdiction de mettre des essais, une interdiction de production, de fabrication, d'investissement dans les entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes nucléaires, qui propose aussi des actions pour la mise en place de ce fameux désarmement nucléaire, un plan d'action. Et il y a aussi tout un pilier sur ce qu'on appelle le désarmement humanitaire, et c'est ça aussi l'une des bases de notre campagne, et c'est aussi tout l'intérêt de ce traité, c'est qu'il a une vision sur les personnes qui ont été victimes des armes nucléaires, que ce soit aussi bien celles du Japon, parce qu'on a encore des populations qui sont victimes des conséquences du 6 et du 9 août 1945, et aussi de toutes les populations qui ont été victimes des essais nucléaires depuis 1945. Donc ça, c'est tout ce plan humanitaire directement, et tout un plan environnemental, puisqu'il prévoit aussi, et c'est en œuvre, tout un travail sur la réhabilitation de certaines zones qui ont subi des essais nucléaires. Alors, bien évidemment, il n'est pas possible de réhabiliter complètement les zones où il y a eu des essais nucléaires, mais entre ne rien faire et réaliser tout un tas d'actions, il y a des choses qui sont possibles pour l'information, pour l'environnement et pour, encore une fois, protéger les populations qui pourraient vivre autour de ces zones. Et voilà, donc on appelle ça en français le TIAN, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, est véritablement une nouveauté dans je dirais, la sphère juridique internationale des armes nucléaires, prend en compte les questions de genre ou encore du droit des générations futures et a véritablement eu un impact et a changé la vision des armes nucléaires depuis son adoption en 2017 et encore plus son entrée en vigueur en 2021. Et donc aujourd'hui, on assiste d'une part au fait qu'il y a de plus en plus d'États qui signent et qui adhèrent à ce traité, puisqu'il y a 92 États qui ont signé, 68 qui ont ratifié, et on a tout un tas de pays qui sont en train de mettre en œuvre ces différents types de processus, puisqu'il y a un élément qui est hyper important à entendre, c'est que l'écrasante majorité des États de la planète ne veulent pas d'armes nucléaires et se sentent en insécurité parce qu'il existe des armes nucléaires sur la planète. Et donc, ce traité a bien pour objectif de créer une sécurité mondiale avec, à terme, un désarmement nucléaire global et complet. Et donc, vous avez mentionné le fait qu'il y a d'autres traités qui existent, notamment le traité de non-prolifération. Peut-être qu'on pourra en parler aussi et voir comment votre traité se complète le traité de non-prolifération. Et est-ce que vous prenez aussi exemple d'autres traités qui ont interdit des types d'armes dangereuses comme biologiques, bactériologiques? Oui. Premier point, je dirais ce qui était quand même assez dingue d'une certaine façon depuis la création des armes nucléaires, c'est que jusqu'en 2017, il n'y avait pas un traité qui interdisait globalement les armes nucléaires. On avait effectivement des traités qui ont permis de faire progresser la non-prolifération nucléaire, d'engager des processus de désarmement, mais on n'avait pas un traité global. Et c'est tout l'intérêt du TIAN, c'est d'avoir un traité global qui ne laisse aucun vide juridique. Le traité de non-prolifération nucléaire que vous avez mentionné est un traité important. Dans le jargon diplomatique, on dit que c'est la pierre angulaire du régime de non-prolifération. Il a été créé dans la période de la guerre froide, en 1968. Il est entré en vigueur en 1970. Aujourd'hui, c'est effectivement le traité qui recouvre le plus grand nombre d'États de la planète. 192 États sont membres de ce traité. Il crée deux catégories d'États. Des États qui sont dits dotés d'armes nucléaires, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'avoir des armes nucléaires, comme les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et la Grande-Bretagne, et le reste du monde, ceux qui n'ont pas le droit d'avoir d'armes nucléaires. Mais dans ces États dits dotés, comme la France, par exemple, ils sont dotés, ils ont ce droit à condition d'engager un processus de désarmement nucléaire. C'est le fameux article 6 de ce traité de non-prolifération. Or, on va s'apercevoir et probablement parler, montrer qu'ils ne réalisent pas ce processus de désarmement nucléaire. Alors, ils ont bien sûr réalisé quelques actions, mais fondamentalement, aujourd'hui, aucun de ces États ne respecte la lettre et l'esprit du traité de non-prolifération nucléaire. Et effectivement, il existe d'autres traités qui sont venus interdire différents types d'armes, d'autres armes de destruction massive, comme les armes chimiques et biologiques, par exemple, et aussi des armes dites inhumaines. On peut penser aux mines antipersonnelles ou aux armes à sous-munitions. Donc, les mines antipersonnelles, c'est 98, les armes à sous-munitions, c'est 2010. Et en fait, ces interdictions ont permis d'engager des processus à la fois de conscientisation du danger de ces armes, de l'insécurité qu'elles mettaient en place pour les populations et de promouvoir cette norme et d'engager de plus en plus d'États. Et on est exactement dans cette même pensée, c'est-à-dire que finalement, jusqu'en 2017,
tant qu'on n'avait pas un processus d'interdiction, donc on n'avait pas cette norme juridique internationale, eh bien, un certain nombre d'États avaient cette sensation, cette liberté de se dire, eh bien, j'ai le droit de posséder ces armes. Désormais, nous avons cette norme internationale qui explique très clairement qu'il est interdit de posséder cette arme de destruction massive que sont les armes nucléaires. Et donc, ça a engagé un mouvement international massif à la fois de la part des États, de la part des ONG, de mouvements religieux, de mouvements aussi qui travaillent sur d'autres sujets comme les questions environnementales. Et c'est aussi pour ça que ceux qui veulent conserver cette arme combattent ce traité puisqu'il a une vraie portée extrêmement importante et stigmatisante. Oui, bien sûr. Et donc, quels sont les arguments, on va dire, pour quelqu'un qui débarque comme ça sur la planète Terre, par exemple, un extraterrestre, et qui se dit, OK, il y a des armes nucléaires. Quels sont les arguments en faveur d'interdire complètement les armes nucléaires sur la Terre? Eh bien, tout d'abord, c'est une insécurité globale. C'est-à-dire que finalement, depuis 1945, on peut s'apercevoir qu'on a eu énormément de chance. Énormément de chance qu'il n'y ait pas eu d'utilisation d'armes nucléaires lors d'une guerre, ou par erreur, ou par malveillance. Et on a un certain nombre d'exemples que j'expliquerai à ce fameux extraterrestre. La crise de Cuba, 1962, les accidents aussi qu'on a eu à Tulé ou au Palmares en Espagne, où on a eu des bombes nucléaires qui n'ont pas explosé par chance, mais qui ont, notamment sur Palmares en Espagne, provoqué une contamination radioactive massive. Et aujourd'hui, les habitants de cette ville en Espagne en payent toujours le prix. Il y a toujours des terres qui sont extrêmement contaminées. D'autre part, on peut s'apercevoir que les régimes politiques qui changent dans les États non autoritaires ou même dans les États autoritaires, eh bien, ce n'est pas normal qu'on fait face au poids d'une seule personne qui menace la sécurité mondiale avec ce type d'armes de destruction massive. C'est pas parce qu'un État possède des armes nucléaires qu'il est aussi en sécurité. On a aussi des exemples de crise entre puissances nucléaires. On peut penser à la Chine et l'URSS avec la fameuse crise de l'Ussuri, ou entre l'Inde et le Pakistan, où à de très nombreuses reprises, on est passé vraiment très près à l'utilisation d'armes nucléaires, notamment à la fin des années 90 avec la crise de Kharkiv, où plusieurs centaines de milliers de soldats indiens et pakistanais étaient massés à leurs frontières, et il y a eu une vraie volonté, en tout cas, il y avait une possibilité d'utiliser leurs arsenaux nucléaires. Et toutes ces utilisations, si elles faisaient, encore une fois, de façon volontaire en cas de guerre ou involontaire, eh bien, mèneraient à une catastrophe internationale, puisque la différence avec une guerre conventionnelle, c'est que ce n'est pas seulement l'État où seraient utilisées ces armes qui en paieraient les conséquences, mais c'est l'ensemble des États de la planète qui en paieraient les conséquences, puisqu'on aurait une pollution radioactive massive, on aurait ce que l'on appelle un hiver nucléaire qui amènerait à une baisse des températures sur une partie ou sur l'ensemble de la planète Terre, qui engendrait bien évidemment des problématiques d'agriculture, d'alimentation, de famine mondiale. C'est ce qu'a montré une étude d'un de nos acteurs clés qui s'appelle l'Association des médecins pour la prévention pour la guerre nucléaire, qui a montré qu'en 2013, en cas d'utilisation vraiment une petite fraction de l'arsenal nucléaire mondial, moins d'une centaine d'armes entre notamment l'Inde et le Pakistan, eh bien, c'est près de 3 milliards d'êtres humains qui souffriraient d'une famine. Et autant dire que personne ne pourrait les sauver, ces 3 milliards d'êtres humains. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, qu'il faut absolument abolir les armes nucléaires, sachant qu'on est aussi confronté à de nouvelles problématiques qui n'existaient pas il y a une cinquantaine d'années. Et la principale aujourd'hui, c'est le dérèglement climatique qui va causer de plus en plus de crises, de tensions internationales, notamment entre des États qui possèdent des armes nucléaires. Et donc, ces crises peuvent provoquer aussi l'utilisation d'armes nucléaires. Donc, pour toutes ces raisons, il est urgent aujourd'hui d'engager un processus de désarmement, de conscientisation du danger de ces armes nucléaires. Bon, c'est sûr que l'argument est très robuste et bon, je pense que beaucoup de gens sont conscients des risques, des dangers, le fait qu'on est dans cette insécurité nucléaire, que les accidents à travers l'histoire font peur quand on s'y intéresse. Et les scénarios d'hiver nucléaire qui sont assez récents, il me semble que c'est Carl Sagan qui a commencé à travailler sur ça, donc c'était dans les années 80. Oui, exactement. Bon, j'imagine que les pays qui possèdent des armes nucléaires sont assez réticents. Et donc, comment vous engagez-vous avec ces pays? Quelles sont les difficultés pour essayer de les convaincre ou peut-être de réduire leurs arsenaux? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il n'y a que 9 États sur la planète qui possèdent des armes nucléaires. Donc, c'est vraiment un chiffre qui est très faible au regard des près de 195 États qui existent ou qui sont reconnus par l'ONU. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. On a du mal dans ces 9 États, que ce soit des États autoritaires, non démocratiques ou démocratiques. Ça aussi, c'est important de l'État.
de l'entendre. En France, on a beaucoup de mal à faire naître ce débat, même si, par exemple, il y a quelques semaines, le ministre des Armées a reconnu que la politique de dissuasion nucléaire n'était pas consensuelle en France. Et par exemple, il dit, moi, je suis prêt à en débattre, mais à en débattre à huis clos. Je ne veux pas que ce soit un débat transparent. Je ne veux pas que ce soit un débat public. Ça montre bien que eux-mêmes ne sont pas finalement si sûrs de leur argumentaire et qu'ils n'ont donc finalement assez peur d'en parler parce qu'ils savent que l'écrasante majorité des personnes, au final, seraient contre cet arsenal nucléaire. Donc, les difficultés, elles sont en termes d'information, elles sont en termes donc de pouvoir faire transpirer, je dirais, ce débat, cette thématique à travers les sphères parlementaires. Elles sont complexes pour faire apparaître dans la presse. On a souvent tendance, par exemple, à parler uniquement du danger qui est réel, des armes nucléaires russes ou nord-coréennes, par exemple, mais on a tendance à oublier que nous-mêmes, pour la France ou la Grande-Bretagne ou les États-Unis, par exemple, nous cessons de menacer en permanence ces autres États. Hein. C'est la politique de dissuasion, c'est d'être prêt en permanence à pouvoir utiliser son arsenal nucléaire. Donc tout ça, c'est les deux conditions les plus complexes pour mettre en place ce travail, sachant qu'une très grande partie de mon travail ou de ceux de mes collègues qui soient à Genève ou en Allemagne, par exemple, pour prendre cet exemple, c'est du plaidoyer auprès des autorités parlementaires, c'est du travail auprès aussi d'organisations comme le CICR ou les Croix-Rouges qui sont aujourd'hui véritablement impliquées sur ces sujets. C'est du travail de formation, d'éducation et désarmement, comme ça s'appelle à l'ONU, auprès des populations jeunes, qu'elles soient étudiantes ou non étudiantes. C'est important d'aller auprès de ces différents types de populations. Donc, voilà le type de travail que l'on réalise, les difficultés auxquelles on peut être confronté, sachant qu'en face de nous, on a, pour prendre une expression militaire, des machines guerrières extrêmement importantes qui, effectivement, aujourd'hui, refusent d'engager un processus de dialogue et de mise en place de conscientisation du danger sur les armes nucléaires. Oui, oui, c'est sûr que j'imagine que tout ce qui est complexe militaro-industriel, par exemple, qui un peu dirige les décisions militaires et il y a beaucoup d'argent en jeu, enfin tout ça, ça pèse lourd. Et il y a aussi peut-être une réflexion que j'ai, c'est on peut plus s'attendre à voir les pays démocratiques être à la limite ouverte parce qu'il y a une pression publique, il y a une opinion qui forcément marche, tu sais que c'est des démocraties, donc il y a quand même une écoute, qui est moins le cas dans des pays autocratiques. Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir uniquement les démocraties interdire les armes nucléaires progressivement et pas les autocraties, ce qui leur donnerait potentiellement carte blanche pour envahir d'autres pays, ne plus respecter le droit international, etc. Donc il y a un déséquilibre. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut constater au vu de l'actualité internationale, c'est que même si des États démocratiques ont des armes nucléaires, aujourd'hui, finalement, la Russie fait un peu ce qu'elle veut, ou encore la Corée du Nord fait un peu ce qu'elle veut. Même si finalement, les États-Unis protègent très clairement la Corée du Sud avec leur parapluie nucléaire, la Corée du Nord a accéléré et a acquis des armes nucléaires depuis 2006. Et donc, c'est pas ça qui a empêché la Corée du Nord, la menace nucléaire américaine d'acquérir ce type d'armes. D'autre part, il est évident qu'on n'attend pas des États non autoritaires un pas en avant en premier. Il est évident qu'on attend de la part des États démocratiques d'agir en premier. Si on attend que ça soit des États, encore une fois, comme la Corée du Nord, qui décident d'appeler au désarmement nucléaire international, je crois qu'on va attendre extrêmement longtemps. Donc c'est de la part effectivement de la France, des Britanniques ou des États-Unis, ces trois puissances qui détiennent des armes nucléaires, mais aussi de la part du reste du monde. Et c'est ça l'intérêt de ce fameux traité sur l'interdiction des armes nucléaires, c'est l'écrasante majorité des États du monde qui sont dans des régimes non autoritaires ont engagé des processus pour travailler sur le désarmement nucléaire. Et c'est toujours dans ce sens-là que ça avance. C'est toujours les pays, je dirais, démocratiques qui arrivent à faire avancer des règles, qui arrivent petit à petit à amener auprès d'eux les régimes autoritaires. Si on revient sur ce fameux traité de non-prolifération donc dans le jargon diplomatique international, on dit que c'est donc la pierre angulaire. Dans les années 70, au départ, vous avez beaucoup de régimes démocratiques et puis petit à petit, vous avez aussi des régimes autoritaires qui vont ratifier ce traité. Preuve que finalement, ils y ont trouvé un intérêt. Et puis, on a aussi des régimes démocratiques qui ont signé quasiment en dernier, finalement, ce traité. C'est le cas de la France. La France a attendu 1992 pour ratifier ce traité. Donc, on voit bien qu'on n'a pas finalement une certitude sur qui agira en premier exactement, même si encore une fois, on attend de la part des régimes démocratiques des actions.
D'autre part, si dans un cas de figure avec un si dans le futur, on n'avait plus qu'une seule puissance nucléaire, la Corée du Nord, est-ce que pour autant on se sentirait plus menacé que ça à travers la planète? Pas une certitude non plus, puisqu'on peut voir aussi que, par exemple, les États-Unis détiennent un arsenal conventionnel extrêmement important. Et si on revient sur le cas aujourd'hui de la Russie et de l'Ukraine, a annoncé qu'en cas d'emploi de l'arme nucléaire de la Russie sur l'Ukraine, ceci répondrait par une action conventionnelle. Donc, on voit que le mythe de la peur que ça soit uniquement les régimes démocratiques qui désarment, ou le mythe que on serait en insécurité face à un État qui disposerait d'armes nucléaires alors que ces fameux régimes démocratiques n'en posséderaient pas, est un peu plus complexe que ça. Et par contre, la réalité, c'est que face au danger des armes nucléaires, on n'a pas le choix, on doit véritablement agir. Et je veux aussi savoir, est-ce que votre travail aujourd'hui à ICANN, il n'est pas un peu plus difficile qu'il l'était peut-être il y a 10 ou 20 ans, puisqu'il y a une augmentation des tensions géopolitiques, donc les acteurs qui possèdent des armes nucléaires, ces superpuissances, elles doivent probablement se dire, vaut mieux agir avec nos pions, et alors que peut-être à la fin de la guerre froide, il y avait peut-être des moyens d'arriver à une interdiction complète. Est-ce que c'est notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a eu tendance à renforcer le sentiment que les armes nucléaires sont utiles, et en fait les pays qui étaient opposés jusqu'ici se retrouvent à joindre l'OTAN, comme la Suède et la Finlande. Enfin, je crois que la Suède c'est pas encore fait, mais la Finlande a rejoint l'OTAN récemment, alors qu'ils ont quand même eu historiquement plutôt un sentiment anti-nucléaire. Ça veut pas dire qu'ils vont avoir l'ogive nucléaire, mais je sais pas après leur position là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que si ça devait être plus facile dans les années 90, bah, ça n'a pas été réalisé. Donc, finalement, c'était pas si facile que ça. Alors certes, il y a eu tout un processus qui ont permis de diminuer les arsenaux mondiaux. On est passé du milieu des années 80 à peu près à 70 000 armes nucléaires à aujourd'hui 12 700 armes nucléaires. Ça aussi, c'est la preuve finalement que c'est réalisable. On peut diminuer les arsenaux nucléaires, on peut donc procéder au désarmement nucléaire. On a les compétences techniques, le savoir-faire, et donc tout ça peut être réalisé. Donc ça, c'est aussi c'est un point positif. C'est aussi dans les périodes les plus chaudes de la guerre froide où des efforts et des actions fortes ont été réalisés justement pour engager un processus de désarmement nucléaire. On peut penser dans les années en 85, lors des rencontres entre Reagan et Gorbatchev, où on était vraiment dans des périodes de course aux armements extrêmement intenses. On était en Europe ce qu'on appelait la crise des missiles, des Pershing et des SS-20, donc des choses très fortes. Où ces deux dirigeants d'État ont décidé d'engager un processus pour éliminer une catégorie complète d'armes nucléaires. Donc ça, on voit bien que dans ces périodes chaudes, on peut agir. Et c'est finalement aussi ce qui se déroule aujourd'hui, même si la situation est effectivement complexe, où on a des États qui s'interrogent face au fait que seulement 9 États à travers la planète possèdent d'armes nucléaires. On a des mouvements importants, à la fois le nôtre, mais aussi la Croix-Rouge et le CICR, qui font des campagnes extrêmement importantes pour dire qu'il faut respecter le droit international humanitaire et qu'en cas d'emploi d'armes nucléaires, eh bien, ce droit international humanitaire ne serait jamais respecté. Et donc, je dirais, des drivers, pour prendre un terme anglais, qui sont extrêmement importantes et qui permettent de mobiliser aujourd'hui les populations. En face, c'est vrai, on a des États qui décident de se dire, eh bien, je me mets à l'abri, la Suède et la Finlande, comme vous l'avez cité, à travers une alliance qui possède des armes nucléaires. Rien ne montre aujourd'hui que la Suède et la Finlande souhaitent se mettre à l'abri pour être sous parapluie nucléaire, mais peut-être plus finalement dans une alliance militaire conventionnelle globale. Donc ça, c'est important à entendre aussi. Ces deux États ont d'ores et déjà indiqué qu'ils ne voulaient pas avoir d'armes nucléaires sur leur territoire, par exemple. Ils ont aussi indiqué, en tout cas pour ce qui est de la Suède, qu'il allait continuer à participer au processus en tant qu'observateur au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Donc, ça veut dire qu'ils veulent aussi continuer à avancer sur ce sujet du désarmement. Donc, c'est des éléments qui sont importants à entendre. Et puis, en dernier point, on entend souvent, malheureusement, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, que si l'Ukraine avait conservé son arsenal nucléaire des années 90, eh bien, elle n'aurait pas été envahie. Ce qu'on doit souligner, c'est que l'Ukraine a fait le bon choix en 1994 de se débarrasser de son arsenal nucléaire, tout comme l'a fait le Kazakhstan et la Biélorussie.
parce qu'ils ont compris à cette époque que l'arsenal nucléaire ne leur servait à rien, ne les protégeait pas, au contraire, les mettait en insécurité, puisqu'à partir du moment où vous avez des armes nucléaires sur votre territoire, eh bien, vous devenez aussi une cible plus importante pour certains États. Donc, ça, c'est important de l'entendre. Si ils avaient gardé leurs armes nucléaires, rien ne prouve pour autant que la Russie n'aurait peut-être pas envahi à minima la Crimée. D'autre part, c'est un discours très différent de dire qu'ils auraient dû garder leurs armes nucléaires, puisque ça ouvre aussi la porte potentiellement à ce que d'autres États puissent acquérir des armes nucléaires. Et puis enfin, un élément un peu technique, mais en 1994, l'Ukraine, avait bien des armes nucléaires sur son territoire, n'en possédait pas les capacités techniques pour pouvoir les utiliser, notamment les systèmes de commande et de contrôle qui étaient bien en Russie à cette époque, et donc cet arsenal nucléaire n'était pas utilisable en l'état. Donc, ces éléments et ces arguments montrent en fait l'inutilité des armes nucléaires, leur dangerosité encore une fois. Et d'une manière générale, quels pourraient être les arguments les plus courants de ceux qui s'opposent à la mission d'ICANN? Par exemple, j'entends souvent que le fait qu'on a connu la longue paix depuis 1945, qu'il n'y a pas eu une nouvelle guerre mondiale, des gens pensent que c'est parce que, en raison des armes nucléaires, qu'elles ont, on va dire, une certaine forme de dissuasion qui fait que le coût d'entrée dans une guerre est beaucoup plus élevé. Mais est-ce que c'est pas un raisonnement fallacieux, surtout si on se projette sur plusieurs siècles? Et quels sont d'autres arguments, peut-être? Oui, c'est le mythe que la dissuasion fonctionne en fait. Or, la réalité fait que personne ne peut dire si ce mythe fonctionne, si cette dissuasion fonctionne. Vous savez, c'est un peu comme si vous êtes superstitieux, vous prenez l'avion et vous prenez avec vous votre porte-bonheur, et puis votre voyage en avion se déroule très bien. Peut-être que si vous n'aviez pas, votre voyage en avion se serait aussi très bien déroulé. Vous ne pouvez pas le prouver parce que vous ne pouvez pas refaire ce voyage, c'est du passé. Donc là, on est exactement dans ce cadre-là, c'est-à-dire que personne ne peut dire avec une certitude si oui, la dissuasion fonctionne ou non, elle ne fonctionne pas. Encore une fois, par contre, la réalité, c'est qu'on a des exemples historiques qui nous montrent qu'on est passé de façon extrêmement proche de l'utilisation d'armes nucléaires. Je reviens sur la crise de Cuba, par exemple. Donc ça, c'est une réalité. Deuxièmement, on peut aussi montrer et ça, c'est aussi une réalité, qu'on a eu la création depuis 1945 de tout un tas de systèmes multilatéraux ou d'alliances qui ont permis aussi d'engager des processus de paix, de relations pacifiques entre les États. Le premier d'entre eux, c'est quand même l'ONU. Si on est au niveau européen, c'est la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier qui a donné naissance petit à petit à ce qu'aujourd'hui s'appelle l'Union européenne, quand même la base de l'Union européenne et donc de la communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est bien une relation amicale et pacifique entre les populations, entre les États. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants à mettre en avant et qui ont permis aussi de créer cette fameuse longue paix, sachant que cette fameuse longue paix, elle est alors aujourd'hui cassée sur le territoire européen par cette guerre en Ukraine. On peut aussi dire qu'elle a été cassée dans les années 90. Il y a eu aussi quand même des conflits assez importants en ex-Yougoslavie ou au Kosovo, par exemple. Mais on peut voir aussi que s'il n'y a pas eu acte d'utilisation d'armes nucléaires parce qu'il y a eu cette dissuasion, on a eu de fameuses guerres, de nombreuses guerres qui se sont déroulées dans des différents types de continents, en Afrique ou en Asie, par exemple, et qui ont été des confrontations directes finalement entre régimes états-uniens et URSS, par exemple, dans des régimes politiques, je veux dire. Et donc, à un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui en a payé le prix. Il y a quand même des populations vietnamiennes qui en ont payé le prix. Il y a quand même des populations en Afrique qui ont payé le prix aussi de conquêtes idéologiques ou en Amérique latine, par exemple. Donc, ce fameux mythe de la dissuasion, on ne doit pas oublier qu'il y a eu aussi des guerres qui se sont déroulées pour conquérir des territoires idéologiquement ou éviter que ceux-ci ne tombent sur un régime communiste ou capitaliste, par exemple, du côté des États-Unis. Donc ça, c'est important à avoir en tête, sachant que jusqu'à présent, encore une fois, la question finalement, c'est la question première que pose le CICR, c'est pendant combien de temps on a de la chance? Et sa grande question, c'est est-ce que l'on préférait vivre ou mourir après l'usage d'armes nucléaires? Et ça, c'est une question extrêmement directe, simple, mais extrêmement complexe à pouvoir répondre. Oui, parce que j'imagine que, comme on dit, il n'y a pas de gagnant après une guerre nucléaire, et donc voilà, puis l'hiver nucléaire qui suit. Il y a beaucoup d'incertitudes sur l'étendue les modélisations climatiques sur les résultats de ça. D'ailleurs, je vais recevoir
Brian Toon qui a travaillé sur ces sujets, donc je vais pouvoir en discuter avec lui. Mais oui, l'hiver nucléaire, c'est terrifiant. Et je ne sais pas si ICANN s'intéresse à ce sujet aussi en finançant des études ou en ayant des modèles là-dessus, des simulations. Oui, c'est vraiment ça. En fait, il n'y a pas de gagnant en cas d'emploi d'armes nucléaires, mais encore une fois, cet emploi peut être dans le cadre d'une guerre ou d'un accident. Et on a souvent tendance à oublier le risque accidentel. Et l'un des risques accidentels les plus fameux, c'est le 26 septembre 1983, lorsqu'on est dans une période extrêmement chaude de cette guerre froide. On a un colonel soviétique qui s'appelle le colonel Petrov, qui a pour objectif de surveiller des écrans radars, de savoir si l'URSS peut être ou pas attaqué par des missiles américains. Et il va voir apparaître cette journée du 26 septembre, en fait, 4-5 missiles américains qui se dirigent sur l'URSS. Et il va avoir la conscience d'esprit, on peut dire aussi un vrai coup de chance de la part d'un soldat dans un État autoritaire, de ne pas enclencher un processus qui allait se réaliser par une réplique soviétique. Et il aura raison puisque ces écrans radars vont lui indiquer de fausses informations. Et c'est pour ça que depuis 2012, donc depuis que cette information, cette histoire a été révélée au cours des années 2000, d'abord il a été récompensé par l'ONU comme étant l'homme qui a sauvé le monde. Et depuis 2012, on célèbre chaque année le 26 septembre comme étant la journée internationale pour l'abolition et l'élimination des armes nucléaires, parce qu'on est vraiment passé à ça, de l'emploi d'armes nucléaires et de façon massive. Et donc, cet exemple bien qui est à la fois ancien, mais qui pourrait très bien se reconduire finalement, rien ne nous dit qu'on n'a pas eu un soldat Petrov depuis 1 an et demi qui a évité l'emploi d'armes nucléaires par Vladimir Poutine. On l'apprendra peut-être ou peut-être jamais, ou peut-être que ça n'a pas existé, mais en tout cas, on peut s'interroger. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une obligation de travailler sur ce désarmement nucléaire. Et promouvoir toute politique en faveur de l'arme nucléaire, c'est véritablement finalement se dire j'appuie à fond sur l'accélérateur en sachant qu'en face de moi, j'ai un mur et je vais voir si je peux l'éviter ou pas. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui fait peur, c'est dans les situations de tension comme ça, le risque de réagir trop vite à une fausse alerte, par exemple, augmente puisque on est plus encline à penser, par exemple, si on est aujourd'hui parmi l'état-major de Vladimir Poutine, que les États-Unis lancent une attaque, parce que la situation, il y a une situation de crise militaire, que si c'était il y a 10 ans. Et donc, c'est encore plus... Oui. Voilà. J'espère qu'ils ont des systèmes de sécurité là-dessus, quoi. Alors, à la fois, il y a des systèmes de surveillance qui permettent aux Américains probablement de savoir s'il y a du mouvement au niveau des forces nucléaires russes, mais il peut y avoir dans ce type de période d'escalade des tensions quelque chose qui va donner une fausse indication et qui peut provoquer une mauvaise interprétation d'un message et peut-être engager un mouvement qui sera inarrêtable. Sur cette période, notamment sur la période de mars 2022 jusqu'à septembre au moins 2022, on a une certitude, c'est qu'on a eu des périodes extrêmement chaudes et pour ça, on a un élément de preuve, c'est que la France, pour la première fois, qui dispose de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc c'est à partir de ces sous-marins où elle est capable d'utiliser massivement son arsenal nucléaire, a décidé de mettre à l'eau 3 de ces 4 sous-marins. Et c'est la première fois qu'elle le fait depuis le début des années 80. C'est bien la preuve qu'elle avait à la fois une certaine peur que Vladimir Poutine utilise son arsenal nucléaire et qu'il fallait donc mettre à l'abri son propre arsenal pour pouvoir peut-être l'utiliser. Et deuxièmement, pour montrer aussi à Vladimir Poutine que eh bien, la France se dit prête à utiliser son arsenal nucléaire. Donc, encore une fois, il n'est pas admissible au XXIe siècle qu'on vive en permanence avec ce Damoclès atomique au-dessus de nos têtes, alors qu'on a tout un tas d'autres dangers auxquels on doit faire face, et en priorité ce dérèglement climatique. Oui, bien sûr. Et donc, étant donné que vous êtes le directeur de ICANN en France, que pouvez-vous nous dire sur le contexte nucléaire français, du coup déjà peut-être le nombre d'ogives, ce qu'on connaît, publiquement dévoilé, puis aussi peut-être la doctrine en général vis-à-vis du nucléaire, parce que voilà, il y a les sous-marins. Est-ce qu'il il me semble pas qu'il y ait de silos missiles balistiques sur le territoire français, si je me trompe pas. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, donc le chiffre exact du nombre d'armes nucléaires n'est pas connu. On a une simple estimation. On dit qu'il est de moins de 300 armes nucléaires, selon les données
probable, on estime qu'il serait à peu près 290 armes nucléaires. Et effectivement, les armes nucléaires françaises peuvent être utilisées à la fois par les sous-marins qui transportent des missiles intercontinentaux et par ce qu'on appelle les forces aériennes stratégiques, une quarantaine d'avions qui sont capables aussi d'utiliser, de transporter un missile de croisière. D'ailleurs, missile de croisière dont la puissance est au moins équivalente à 20 fois l'arme qui a été utilisée sur Hiroshima. Puis on a une dernière composante, c'est celle qui repose sur le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, où vous avez là aussi des avions qui sont capables de transporter à partir du porte-avions ces armes nucléaires. Donc voilà, en termes de composantes. En termes de politique, eh bien, on a une politique à la fois si jamais on est frappé, l'État français pourrait frapper en réplique et seul le président de la République a la capacité de donner cet ordre, sachant qu'aussi qu'on a une politique d'emploi en premier de l'arme nucléaire, c'est-à-dire que si l'État français se sent attaqué dans ses fameux intérêts vitaux, qui sont grosso modo la population, l'État, le territoire métropolitain, par exemple, eh bien, pourrait utiliser donc en premier une partie, en tout cas une frappe nucléaire, utiliser notamment ce fameux missile de croisière à partir de ces avions. Donc voilà un peu la doctrine rapidement de l'État français et l'arsenal nucléaire, sachant qu'aujourd'hui, très clairement, si l'État français est officiellement engagé à travers ce fameux traité de non-prolifération nucléaire, puisqu'elle refuse totalement le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, et donc officiellement normalement engagé à diminuer et à aller à un monde sans armes nucléaires, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit depuis 2010, très clairement la réalité montre tout à fait le contraire, puisqu'elle est engagée dans des processus de modernisation et de renouvellement de son arsenal nucléaire. Il y a quelques semaines, il a été annoncé une nouvelle loi de programmation militaire sur la période 2024-2030. Donc ça, en fait, ça permet de budgétiser une dépense globale sur l'ensemble des armées, hein, donc autant les forces conventionnelles que les forces nucléaires. Et sur la somme qui a été annoncée, 413 milliards d'euros, eh bien 53 milliards d'euros vont être consacrés aux armes nucléaires, ce qui est une augmentation massive par rapport aux dépenses précédentes. Hein. Si on le ramène, alors je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais si on le ramène sur un budget annuel, ça fera à peu près 7,6 milliards d'euros, ce qui est 2 milliards de plus qu'actuellement. Donc, très clairement, il y a cette volonté de moderniser, de renouveler ces systèmes. C'est donc la construction de nouveaux sous-marins, de nouveaux missiles, de nouvelles ogives. Tout ceci devant être utilisé, selon les textes officiels, au moins jusqu'en 2090. Donc, très clairement, on voit que l'État français n'a pas du tout envie d'engager un processus de désarmement. Et on a ce même phénomène chez les autres États qui possèdent des armes nucléaires. Donc, c'est pour ça que on a vraiment un discours à deux vitesses. On a celui qui est officiel dans les sphères de l'ONU et on a la réalité de terrain qui est de la politique de dissuasion française, qui est de dire, en fait, on veut pérenniser notre force. Et ça, c'est un vrai danger puisque ça ne peut qu'engager des États qui soit sont autoritaires, la Corée du Nord, la Chine ou la Russie à conserver aussi leurs armes nucléaires, soit peut-être de nouveaux États, quid de l'Iran, à peut-être vouloir engager aussi un processus d'acquérir cet arsenal nucléaire. Oui, oui. Et qu'en est-il de l'OTAN? Est-ce que l'OTAN à travers cette alliance, il y a des discussions entre les pays sur l'utilisation des armes nucléaires ou chaque pays possède quand même sa propre souveraineté sur ce qu'elle peut faire avec ses armes? L'OTAN dispose d'armes nucléaires à travers les États-Unis, hein, et les États-Unis ont prédispositionné des armes nucléaires depuis le début des années 50 dans différents États. Aujourd'hui, on a plus que l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et la Turquie, où il y a au total une centaine d'armes nucléaires qui sont prédispositionnées. Donc, ce serait bien un pilote belge qui utiliserait une arme nucléaire sur ordre des États-Unis. Hein. Donc, ça, c'est une réalité. Les forces nucléaires françaises et britanniques viennent compléter en fait les forces nucléaires américaines au sein de l'OTAN, mais elles sont indépendantes. Maintenant, objectivement, on peut s'interroger, on peut poser la question, à laquelle on n'aura pas de réponse, évidemment, malheureusement, mais en cas d'emploi de l'arme nucléaire française, moi, personnellement, j'ai du mal à croire qu'on ne le ferait tout seul, sans avertir à la fois nos alliés britanniques ou américains, et il est aussi peut-être envisageable que ceux-ci nous demanderaient de ne pas employer l'arme nucléaire. Donc, il y a une certaine indépendance, mais c'est quand même une indépendance qui est réalisée en coopération avec nos deux plus proches alliés nucléaires, les Britanniques et les Américains.
Ok. Et donc, on a mentionné à travers cette discussion qu'il y a eu des moments chauds voilà, depuis 1945. Est-ce qu'aujourd'hui, si on essaie d'estimer un peu le danger vis-à-vis de l'utilisation d'armes nucléaires, est-ce qu'on est dans une période qui est vraiment voilà, très, très délicate par rapport à 1962 ou d'autres périodes de la guerre froide ou comment vous évaluez un petit peu cette période en ce moment, quoi, les 2 dernières années, les prochaines années avec la Chine, les États-Unis, Taïwan, la Russie, la Corée du Nord? Ouais. Alors oui, on n'est pas dans une période des plus simples et je vais prendre une citation qui est celle d'Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU et qui a prononcé ces mots en août 2022 lors des commémorations d'Hiroshima et de Nagasaki. Il a dit que nous sommes à une erreur, un malentendu, un mauvais calcul de l'Armageddon. Les dirigeants doivent cesser de frapper à la porte de l'apocalypse et retirer définitivement l'option nucléaire de la table. Et cette phrase, on peut aussi la symboliser par ce qu'on appelle l'horloge de l'apocalypse. C'est une horloge qui a été créée depuis 1947 et qui permet de savoir si on est plus ou moins proche de minuit, l'apocalypse. Et il a été révélé, chaque année, le temps est avancé et ou reculé. Et malheureusement, depuis un certain nombre d'années, on se rapproche de façon très, très près de ce fameux minuit, donc de cet apocalypse. Donc en janvier 2023, on est à seulement 90 secondes de l'apocalypse, ce qui montre bien que on est extrêmement proche d'un danger. La nouveauté, en fait, malheureusement, de cette guerre illégale que la Russie mène sur l'Ukraine, c'est qu'elle utilise, en fait, de façon extrêmement agressive sa politique de dissuasion. Alors, elle n'utilise pas les armes nucléaires, mais elle indique bien que si jamais les Français ou l'OTAN, d'une manière générale, venaient à intervenir militairement dans ce conflit, elle pourrait utiliser son arsenal nucléaire. Et donc, pour la première fois, on a bien la preuve que la dissuasion n'apporte pas la paix, mais permet de faire la guerre conventionnelle. C'est bien parce que la Russie dispose d'armes nucléaires qu'elle peut agir directement en Ukraine et réaliser ces massacres sur les populations civiles. Ça, c'est à la fois une nouveauté et c'est véritablement dangereux puisque peut-être qu'à l'avenir, d'autres États décideront d'agir exactement de la même sorte. Vous avez cité le cas de la problématique de Taïwan qui devient de plus en plus importante. Et c'est bien pour ça qu'on est face à cette réalité et à ce danger des armes nucléaires. Et encore une fois, ne rien faire ou croire que eh bien, les 75 prochaines années, par exemple, ce qui sépare plus ou moins d'Hiroshima 1945, vont se dérouler de la même manière, c'est-à-dire avec des moments un peu de tension fort, mais qu'il n'y aura jamais d'utilisation de l'arme nucléaire, c'est véritablement être utopique, c'est véritablement ne pas être réaliste face à ce danger qui est devant nous. Donc ça, c'est la réalité de maintenant. C'est aussi pour ça que de plus en plus d'États ou de villes à travers le monde manifestent leur volonté de soutenir les gouvernements qui sont en faveur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires et de créer une pression à la fois nationale pour ce qui est de la France ou internationale sur ce sujet-là. Et effectivement, il y a aussi récemment, la Russie a décidé de ne pas renouveler le traité New Start. Peut-être que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce traité et finalement l'impact de cette décision sur la stabilité internationale. Oui, alors c'était un traité qui avait été mis en œuvre par le président Obama et le président Medvedev en 2010-2011, qui permet de limiter le nombre d'armes nucléaires qui sont déployées, c'est-à-dire qui sont prêtes à être utilisées extrêmement rapidement. Et donc ce traité on lui a rajouté 5 années à partir de 2021 entre les États-Unis et la Russie, et devait se terminer en 2026. Et finalement, donc Vladimir Poutine a indiqué alors sa réponse est un peu étrange parce qu'il a décidé de ne plus l'appliquer officiellement, mais en même temps, apparemment, il a indiqué qu'il n'augmenterait pas son plafond d'armes nucléaires qu'il déploie. Donc, il se laisse une liberté tout en indiquant au reste du monde et notamment aux États-Unis qu'il le respecte. Donc, c'est une décision un peu étrange. Mais en tout cas, ça montre bien que le contrôle des armements, puisque c'est bien un traité pour contrôler les armements, c'est pas un traité pour le désarmement, ne s'applique plus entre ces deux États. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui rajoute un danger international, puisque l'intérêt de ce traité, c'était aussi de connaître exactement la comptabilité nucléaire des différents États. Et ça montre bien qu'il faut engager de nouvelles voies et un nouveau dialogue sur ce processus de désarmement ou de contrôle des armements. Et qu'il faut donc inclure des États qui, jusqu'à présent, eh bien, ne souhaitaient pas rentrer dans ce dialogue-là.
Et je pense aux Français, je pense aux Britanniques, je pense aux Chinois en principe, principalement. Donc ça, c'est la fin de ce traité New START qui doit nous pousser justement à réfléchir autrement. Oui, ben, en parlant de la Chine, c'est vrai jusqu'à présent, ils avaient un arsenal assez faible comparé aux USA et à la Russie. Ils n'ont jamais vraiment eu cette course à l'armement. Mais ça, c'est sur le point de changer. J'ai l'impression que, enfin, récemment, la Chine manifesté un intérêt d'augmenter son stock. Et donc, est-ce qu'on peut y voir peut-être malheureusement une nouvelle course à l'armement, ou est-ce qu'on peut avoir un espoir de renverser cette tendance? Alors, vous avez raison. En fait, la Chine fait partie de ces États qui augmentent de plus en plus son arsenal nucléaire et qui serait situé aujourd'hui à plus ou moins 400 armes nucléaires, donc au-dessus de l'arsenal nucléaire français. Là où on peut s'interroger, c'est est-ce que finalement il y a eu une véritable rupture dans la course aux armements des années 80? Est-ce que cette course aux armements n'a pas toujours en réalité existé, puisqu'on a toujours eu des processus de modernisation et de renouvellement des arsenaux de la part de ces différentes puissances nucléaires? Il y a quelques jours, alors là c'est sur les dépenses militaires mondiales, donc ça ne prend pas en compte que la question nucléaire, mais le CIPRI, donc le Stockholm International Peace Research Institute, un centre de recherche mondialement connu, a indiqué que les dépenses militaires mondiales pour l'année 2022 avaient été de plus de 2200 milliards d'euros, donc il y a en nette progression depuis plus d'une dizaine d'années. Donc on voit bien que cette course aux armements n'est pas le fait de la guerre en Ukraine, n'est qu'une prolongation d'ores et déjà de plans qui avaient été réalisés avant cette invasion de l'Ukraine. Donc ça, c'est un vrai danger, puisque évidemment, plus il y a d'armes, plus il ne peut y avoir que possibilité d'employer ces armes, ou en tout cas d'escalade qui font qu'il y aura un emploi de ces armes. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, évidemment qu'il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une possibilité de pouvoir faire rebasculer le monde en direction d'un chemin vers un monde un peu plus pacifié. Alors, plus pacifié, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait plus du tout de guerre, hein. Malheureusement, ça paraît quelque chose qui serait assez complexe. En tout cas, on a un espoir, et c'est bien pour ça que notre campagne internationale travaille. C'est bien pour ça qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix. C'est bien pour ça que, encore une fois, 122 États ou des organisations comme la Croix-Rouge travaillent aussi chaque jour, qu'il y ait un jour un monde sans armes nucléaires. Et c'est tout l'intérêt de ce fameux traité sur l'interdiction des armes nucléaires, c'est d'engager un véritable plan de désarmement, un véritable processus. Et encore une fois, c'est parfois dans les périodes les plus chaudes où il y a cette conscience, où la population aussi décide d'agir et de faire pression sur leurs dirigeants pour agir dans ce sens-là. Justement, cette pression publique, c'est le rôle de la stigmatisation, du tabou, parce qu'il me semble quand même qu'on a un tabou, hein, vis-à-vis des armes nucléaires. Le public, les images de Nagasaki et d'Hiroshima, à chaque fois qu'elles passent, à chaque fois qu'il y a des commémorations, on se rend bien compte de l'ampleur des dégâts et de la tragédie, que c'est des populations civiles ciblées, tout ça. Donc, comment faire pour augmenter cette pression de l'opinion publique, et pour faire pression sur les États qui possèdent les armes nucléaires? Alors, ce qu'il faut bien entendre, c'est que finalement, on ne parle pas beaucoup de désarmement nucléaire. On parle beaucoup de non-prolifération, on parle beaucoup des armes nucléaires, mais du danger, de la réalité de ce danger, des conséquences humanitaires, des conséquences sur l'environnement, et de la possibilité qu'on peut réaliser le désarmement, on en parle très très peu. Très peu de gens savent par exemple que l'Afrique du Sud a eu un programme nucléaire militaire dans les années 70-80 et a désarmé tout seul, unilatéralement, et aujourd'hui se sent pleinement en sécurité sans armes nucléaires, comme le Kazakhstan par exemple. Et donc ça, c'est important de le faire connaître, parce que ça montre que des chemins sont réalisables, des chemins sont possibles. De même, très peu de gens savent que le Brésil ou l'Argentine ou même la Suède ont renoncé à leurs arsenaux nucléaires à différentes périodes de l'histoire, parce qu'ils ont compris aussi que ça n'assurait pas leur sécurité internationale. Donc ça, c'est l'éducation finalement, c'est l'information, et c'est le premier pas le plus important aujourd'hui que l'on réalise. C'est pour ça qu'on réalise par exemple des actions d'éducation des armements auprès des populations jeunes. Actuellement, à Hiroshima, un programme est en place auprès de populations étudiantes. Donc, l'information, c'est véritablement la clé du sujet. Le deuxième point qui est important, et bien que les populations peuvent réaliser, comme en France, c'est que notre campagne a mis en place différents instruments pour faire connaître leur position, et des choses extrêmement simples.
On demande, donc la France refuse aujourd'hui le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. On demande aux populations d'appeler leur ville à soutenir ce fameux traité sur l'interdiction des armes nucléaires. On a actuellement 70 villes en France qui soutiennent ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et on a des villes, des très grandes villes, la capitale française, Paris, Montpellier, la dernière ville, il y a une dizaine de jours à avoir signé cet appel des villes. On a Lyon, on a Grenoble, on a Bordeaux, on a Saint-Étienne, on a différentes couleurs politiques, ce qui montre bien aussi qu'il y a une prise de conscience de cette réalité de ce danger des armes nucléaires. Les habitants peuvent aussi, ou les populations peuvent aussi, eh bien, tout simplement se tourner vers leurs parlementaires ou encore vers les banques, puisque les banques utilisent notre épargne pour financer des entreprises qui fabriquent des systèmes d'armes nucléaires. Et ça, c'est interdit par le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Donc, ce qu'on demande aujourd'hui aux populations, et ça marche, c'est qu'elles fassent pression sur leurs banques pour que leurs banques respectent le droit international, puisqu'elles ont aussi cette obligation. On a d'ores et déjà plus d'une centaine de banques à travers le monde, ou notamment le plus grand fonds de pension international, qui est le fonds souverain norvégien, qui a interdit eh bien, tout placement d'argent auprès d'entreprises qui fabriquent ces fameux systèmes d'armes nucléaires. On a une très grande banque belge ou allemande, la banque belge KBC ou la Deutsche Bank, par exemple, qui sont aussi dans cet état d'esprit. Donc, ça montre qu'il y a des réalités, des actions que chacun peut entrevoir et surtout qu'il y a des victoires qui sont réalisées. Moi, c'est une bonne note d'espoir, c'est vrai, ça répond en partie à la dernière question que j'avais, c'est-à-dire, voilà, si une personne qui nous écoute souhaite contribuer à réduire, alors en général, le risque de conflit nucléaire, je pense notamment à des personnes qui font un peu partie de l'altruisme efficace, qui est souvent cité pour des gens qui réfléchissent à comment avoir un impact positif dans le monde. Alors, ça peut être des moyens d'action ou des plans de carrière, peut-être, pour les étudiants. Qu'est-ce que vous avez à conseiller? Alors, en plan de carrière, je sais pas. Pourquoi pas. Tout d'abord, ce qui est vraiment important à entendre, c'est que chacun peut agir à sa manière et de façon aussi simple que si vous voulez agir pour la protection de l'environnement. Et encore une fois, se tourner vers son maire, se tourner vers sa banque sont des choses extrêmement simples, mais qui sont extrêmement efficaces. Je reviens sur l'exemple de Montpellier. C'est un groupe d'habitants, d'acteurs qui locaux, d'associations qui ont décidé de se tourner vers leur maire et qui ont obtenu cette fameuse ratification, signature de cet appel des villes il y a quelques jours. Donc, c'est possible de faire changer, c'est possible de créer une pression politique. En termes de carrière, pour reprendre le terme que vous avez mis en place, évidemment, faire des études en sciences politiques, mais je dirais aussi en droit international humanitaire ou encore sur le droit des générations futures. J'ai une amie qui s'appelle Émilie Gaillard qui a un master à Sciences Po Rennes qui s'appelle droit des générations futures et transition juridique. Sont des voies, par exemple, pour travailler sur ces sujets-là, puisque la particularité des armes nucléaires, c'est véritablement de toucher à un ensemble d'aspects. Le droit, la problématique environnementale, la question de la géopolitique, bien évidemment, de la politique internationale, de l'ONU, l'égalité des genres aussi, on n'a pas abordé ce sujet, mais les armes nucléaires ont un impact plus important, par exemple, sur les jeunes femmes en cas d'utilisation. Et donc, voilà les pistes éventuellement pour pouvoir envisager de travailler sur ce sujet-là à travers des ONG et à travers notre campagne. Super. Si jamais vous avez des ressources que je pourrais donc partager avec les auditeurs, n'hésitez pas à m'en envoyer en tout cas et je les mettrai à disposition. Je vous enverrai les ressources, mais je dirais pour vos auditeurs aussi, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Je crois qu'on a tous les réseaux sociaux possibles entre TikTok, Facebook, Instagram, aussi bien au niveau ICANN France qu'au niveau ICANN international. Et je crois qu'ainsi, ils pourront pleinement comprendre, suivre notre campagne et agir avec nous. Très bien. Merci encore pour votre participation. C'était vraiment fascinant. Merci beaucoup.